Étudions maintenant l'Europe depuis Maastricht, c'est-à-dire commençons depuis le début de l'année 93. Le traité de Maastricht de 1992, ou traité sur l'Union européenne, était un point important pour faire progresser l'intégration européenne. Il marquait l'achèvement de la logique économique d'intégration européenne, avec l'union économique et monétaire, une monnaie unique, des critères de convergence, que je rappelle, déficit public inférieur à 3%, dette publique maximale de 60% du PIB, et un taux d'inflation ne dépassant pas 1,5 point de plus que les 3 pays les moins inflationnistes. Et puis c'est aussi la création de la Banque Centrale Européenne. Maastricht est aussi le développement d'autres objectifs, plus politiques. Affirmation des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Définition d'un deuxième et d'un troisième pilier, la PESC et la sécurité et la justice et affaires intérieures. Une citoyenneté de l'Union européenne. Un affermissement de la cohésion économique et sociale ainsi que de la protection de l'environnement. De nouvelles politiques communes en matière de réseaux transfrontaliers, de politique industrielle, de santé publique, de protection des consommateurs, d'éducation, de formation professionnelle, de culture. Et le traité de Maastricht crée également un comité des régions consultatif. Le Parlement devient également co-législateur pour tout ce qui concerne le marché unique. Maastricht était aussi la constitution, l'institutionnalisation de l'Union européenne, fondée sur les 3 piliers de l'Union. Cependant, le traité ne constitue pas l'achèvement de l'Union européenne, mais est une étape vers l'Union. La suite, c'est de nouveaux élargissements, c'est un approfondissement également de l'Union européenne. Alors, nouveaux élargissements parce que de nouveaux pays intègrent l'Union. On avait vu qu'en 1973, Danemark, Irlande, Royaume-Uni avaient rejoint les 6 États pionniers. En 1986, 3 anciens États autoritaires, la Grèce, le Portugal et l'Espagne, rejoignent l'Union européenne. L'histoire s'accélère à partir du début des années 90. En 1995, Autriche, Suède, Finlande rejoignent l'Union européenne. Leur tradition de neutralité n'a plus de raison d'être après la chute du mur de Berlin. 2004, arrivée massive de pays d'Europe centrale et orientale. La Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie rejoignent l'Union, accompagnés de 3 pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, et également de Malte et de Chypre. Puis en 2007, la Bulgarie et la Roumanie intègrent également l'Union, et pour terminer, en 2013, c'est au tour de la Croatie. L'Europe est passée alors, progressivement, de 6 pays à 28. Approfondissement, parce que le traité de Maastricht, c'était donc une étape. D'autres étapes vont peu à peu être mises en place. 2 nouveaux traités viennent amender et compléter le traité de Maastricht, sans changement des institutions. C'est le traité d'Amsterdam, signé en décembre 1997, et le traité de Nice, signé en décembre 2000. En 2000 est proclamée la charte des droits fondamentaux, mais qui n'est pas intégrée dans les traités. Avec les élargissements, il faut redéfinir les objectifs communs, ainsi que les institutions européennes. Une première tentative échoue en 2005. C'est le projet de traité instituant une constitution européenne, élaboré par une convention se réunissant publiquement, avec des représentants des parlements européens et nationaux. Celle-ci est rejetée par référendum en France et aux Pays-Bas. L'ouvrage est revu et représenté en 2007 à la signature. C'est le traité de Lisbonne qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Ce traité de Lisbonne en fait se compose de 2 traités. Un traité de l'Union européenne, que l'on appelle le TUE, et le traité de fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. Ce traité de Lisbonne en particulier unifie l'ensemble des constructions antérieures
et instaure la personnalité juridique unique de l'Union européenne qui se substitue et succède aux communautés, CEE, CECA. Il stabilise les institutions en définissant la codécision Parlement et Conseil. Il consacre une nouvelle politique commune en matière d'énergie, qui donnera lieu à ce qu'on appelle l'Union de l'énergie. Il définit également de nouvelles règles de calcul de la majorité au Conseil, au moins 55% du nombre des États membres et au moins 65% de la population de l'Union. Ce qui veut dire qu'il faut que l'on ait au moins 16 États sur 28 et que leur population respective additionnée représente 65% de la population de l'Union européenne. Et puis on recense également les compétences exclusives de l'Union européenne, celles qui sont partagées entre Union européenne et États membres, et les compétences d'appui de l'Union européenne. Vous avez un tableau ici qui vous donne un petit aperçu de ceci. Les compétences exclusives de l'Union européenne, article 3 du TFUE, c'est l'union douanière, les règles de concurrence, la politique monétaire, la conservation des ressources biologiques de la mer, intégrées au niveau de la PAC, et la politique commerciale commune. Il y a ensuite des compétences partagées entre l'Union européenne et les États membres. C'est le marché intérieur, la politique sociale, la cohésion économique, sociale et territoriale, l'agriculture et la pêche à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer, l'environnement, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux transeuropéens, l'énergie et l'espace de liberté, sécurité et de justice. Et puis il y a des compétences où l'Union européenne vient en appui des États. C'est la protection de la santé humaine, l'industrie, la culture, le tourisme, l'éducation, formation professionnelle, la jeunesse et le sport, la protection civile et la coopération administrative. En 2008, des crises successives se déclenchent et rattrapent l'Union européenne. Une série de crises apparaît à partir de 2008. C'est la crise financière, puis économique, qui va avoir des conséquences sociales. C'est également les crises environnementales et la fameuse crise des problèmes migratoires, l'afflux massif de réfugiés en provenance, soit du Moyen-Orient, soit d'un Orient plus lointain. Ces crises engendrent des tensions ainsi que des tendances au repli nationaux et identitaires. Beaucoup d'interrogations se développent alors sur l'avenir de l'Europe. Et plusieurs éléments viennent compléter les objectifs et moyens de l'Union européenne pour tenter d'y faire face. C'est tout d'abord le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, baptisé TESG. Il entre en vigueur le 1er janvier 2013. Ce traité intergouvernemental a été conclu par 25 des États membres. Seul le Royaume-Uni et la République tchèque n'ont pas participé à l'élaboration finale. Il reprend et renforce des dispositions de droit concernant le pacte de stabilité et comporte des obligations budgétaires, notamment le retour à l'équilibre. La Commission est chargée de suivre les objectifs à moyen terme, qui vont être des déficits publics inférieurs à 3%, une dette publique inférieure à 60% du PIB, mais également faire en sorte que le fonctionnement des États soit uniquement financé par ses recettes et non plus par la dette. Là, ce sont les leçons tirées des crises financières de 2008. La compétence également au niveau des cours de justice de l'Union européenne est précisée, ainsi que les responsabilités et obligations des États signataires. Et 2 sommets de la zone euro seront dès lors organisés par an, visant à améliorer la gouvernance de cette zone. Vient ensuite un traité instituant un mécanisme européen de stabilité, le MES. Et ce traité intergouvernemental est signé entre 17 États de la zone euro et entre en vigueur le 27 septembre 2012. Il vise à mettre en place un mécanisme destiné à préserver la stabilité de la zone euro. Et puis également le socle des droits sociaux est proclamé à Göteborg le 17 novembre 2017 par le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen. Il proclame une série de droits sociaux.
mais à ce stade ne donne pas de garantie juridique aux citoyens et aux habitants. C'est un texte déclaratif, une déclaration d'intention de nature politique, mais qui n'a pas d'effet contraignant. Et puis la grande nouveauté, c'est la sortie d'un État membre de l'Union européenne. Dès son origine, la construction communautaire n'a pas été conçue pour une durée déterminée, mais comme un processus irréversible de rapprochement et d'unité. Et aucun processus de sortie n'avait été envisagé. C'est le traité de Lisbonne qui prévoit pour la première fois une procédure de sortie volontaire ou de suspension d'États membres. Et c'est donc là qu'il a été envisagé qu'un État membre puisse demander à sortir, à quitter l'Union européenne. Et c'est le Royaume-Uni qui va s'engager dans cette voie. L'origine, c'est 2015, 7 mai 2015, le Premier ministre David Cameron promet d'organiser, s'il remporte, un référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Celui-ci a lieu le 23 juin 2016. La participation au vote est de plus de 72% et 52% des suffrages s'expriment pour une sortie de l'Union. C'est le Brexit. David Cameron, qui était favorable au Remain, démissionne et est remplacé par Theresa May, une pure et dure du Brexit. En conséquence de quoi, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni notifie au Conseil européen l'intention du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne en lançant une procédure de retrait conformément à l'article 50 du traité de Lisbonne. Et le début de 2 ans de négociations. Après de longues négociations, et le refus à 3 reprises de la Chambre britannique des communes de ratifier le projet d'accord, eh bien il est convenu le 31 octobre 2019 d'une sortie définitive du Royaume-Uni avec un nouveau Premier ministre qui est élu, qui est Boris Johnson. En résumé, en synthèse, eh bien, l'Union européenne, c'est une construction originale de coopération entre États. L'Union européenne, c'est quelque chose qui est plus qu'une organisation internationale classique, mais qui n'est pas encore un État traditionnel. Les traités successifs définissent ce que les États veulent faire ensemble et comment ils veulent le faire. Ils reposent sur 2 tensions permanentes entre 2 logiques, une logique intergouvernementale et une logique communautaire. Les institutions en fait ont été construites progressivement, de manière très pragmatique, en fonction des objectifs, des besoins, mais aussi en fonction des crises rencontrées. Vous avez sous les yeux un petit graphique que vous retrouverez assez régulièrement, qui vous montre également comment finalement on a vu apparaître des couches successives à la fois de communautés, de tentatives de coopération, qui se développent parallèlement les unes aux autres, et puis à partir de 1992, une tendance à l'unification et à la simplification, avec peu à peu des dissolutions et des disparitions d'éléments qui étaient redondants les uns par rapport aux autres, pour déboucher à partir du traité de Lisbonne à une Union européenne unique et simplificatrice. Mais de tout ceci, il en ressort quand même encore une complexité, une sorte d'enchevêtrement, peut-être un besoin de simplification. Il y a 7 présidents, ou en tout cas équivalents de présidents, qui sont les interlocuteurs au même moment. On va trouver le président du Conseil européen, celui de la Commission, celui du Conseil de l'Union européenne, celui du Parlement européen, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne, ainsi qu'un haut représentant pour les affaires et la politique de sécurité. Et à côté de ça, vous avez eu un mini-budget qui est attribué à l'Union européenne, parce que celui-ci représente moins de 1% du PNB européen. Et 80% de ce budget est redistribué aux États membres, sur essentiellement
deux politiques communes, la politique agricole commune et la politique de cohésion. L'Union européenne ne possède pas non plus de réelles administrations, l'essentiel étant renvoyé pour application aux États membres. Donc c'est peut-être aussi là où on voit dans les crises actuelles les manquements, les besoins de développement de cette Union européenne. Et peut-être que là on a effectivement à sortir de la rivière, on est à mi-chemin, on est rentré jusqu'à la taille. Va-t-on continuer, va-t-on repartir en arrière? C'est toute la problématique. À la fois d'avoir intégré aussi des États assez nombreux sur les 20 dernières années, des États qui étaient à des niveaux de développement économique différents, à des niveaux institutionnels différents, et qui ont eu alors accès à des Europes à plusieurs vitesses, qui ne simplifient peut-être pas non plus les choses. Enfin, pour terminer sur cette Europe, n'oublions pas qu'il y a encore des candidatures d'États. Alors, peut-être revenir un peu comment ça marche, puisqu'aujourd'hui, tout État européen peut demander à devenir membre de l'Union européenne. Ça soulève bien sûr la question de qui est État européen, qui ne l'est pas, où commence et où finit l'Europe. On l'avait déjà évoqué dans une vidéo précédente. Néanmoins, afin de favoriser la paix, la démocratie, le respect des droits de l'homme ou encore la prospérité économique en Europe, la Commission européenne avait lancé en 1999 des accords de stabilisation et d'association, baptisés ASA. La négociation et la bonne application de ces ASA représentent une préparation qui permet l'intégration future d'un pays candidat. Le processus d'adhésion démarre lorsque le Conseil de l'Union européenne accorde le statut d'État candidat à un pays, après avoir consulté la Commission européenne et avoir obtenu l'approbation du Parlement européen. À ce moment-là, les négociations s'ouvrent alors sur décision du Conseil européen. Et pendant cette phase, la Commission s'assure que le pays candidat respecte les grands principes de l'Union européenne, démocratie, liberté fondamentale, et qu'il remplit plus largement les fameux critères d'adhésion qu'on appelle les critères de Copenhague, notamment sur les points économiques. Aujourd'hui, 5 pays sont candidats officiels. La Turquie, candidate depuis 1999. Les négociations d'adhésion ont démarré le 3 octobre 2005, mais sont toujours actuellement dans une situation qu'on qualifie officiellement de point mort. La Macédoine du Nord est devenue, elle, candidate officiellement depuis décembre 2005, mais le 15 octobre 2019, le Conseil des ministres de l'Union européenne n'a pas donné son feu vert à l'ouverture des négociations en raison d'une opposition de la France et des Pays-Bas. La Macédoine ne remplit pas forcément aujourd'hui tous les critères de Copenhague, mais également les grands principes de l'Union européenne. Le Monténégro s'est vu accorder le statut de candidat le 17 décembre 2010 et les négociations se sont ouvertes en 2012. La Serbie, elle, a qualité de pays candidat depuis 2012 et a entamé ses négociations en janvier 2014. Et puis enfin l'Albanie est officiellement candidate depuis juin 2014. Mais depuis le 15 octobre 2019, 4 États membres de l'Union européenne ont empêché l'ouverture des négociations. Depuis le 6 février 2018, la Commission européenne a dévoilé une nouvelle stratégie sur l'élargissement aux pays des Balkans occidentaux, en donnant des dates indicatives pour les 4 candidats de cette région, 2025 pour la Serbie et le Monténégro, et 2030 pour la Macédoine et l'Albanie. Il y a par ailleurs 2 pays encore candidats potentiels, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. Ce sont des pays qui ont été assurés en 2003 et 2008 respectivement de pouvoir adhérer à l'Union européenne lorsqu'ils sont reconnus prêts par celle-ci. Et enfin, un pays a décidé d'abandonner les négociations d'adhésion. Il s'agit de l'Islande. Elles avaient été ouvertes le 26 juillet 2010, mais le gouvernement, élu en avril 2013, a suspendu les négociations, puis finalement a annoncé son retrait le 12 mars 2015.
Donc là, on n'est plus face maintenant à l'intégration potentiellement de grands pays, à l'exception de la Turquie. On est plutôt sur des pays à population plus réduite et surtout à économies qui aujourd'hui sont des économies en voie d'émergence, si on veut rester politiquement correct. Donc les enjeux sont moindres, si ce n'est que portent sur ceci des dimensions beaucoup plus de respect des droits fondamentaux, des règles de démocratie, de liberté fondamentale. Je vous remercie de votre écoute.